Alors, aujourd'hui, ce sera donc le dernier cours, mais ce sera un double cours. Je ferai cours première partie, et puis, comme j'avais annoncé aussi, la deuxième partie à partir de 11h15. Et ce que je vais traiter aujourd'hui, ce sont les problèmes véritablement d'optimisation, de descente de gradient, de deux points de vue. D'un côté, il y a ce très bel algorithme qui est l'algorithme de backpropagation, qui est l'algorithme qui permet d'implémenter de façon efficace le calcul du gradient dans des réseaux de neurones. Donc ça, on le verra dans la première partie. Et puis ensuite, on va voir véritablement les propriétés de descente de gradient. Et il y a un aspect qui est subtil dans les descentes de gradient qui sont utilisées dans ces réseaux de neurones, c'est l'utilisation du descente de gradient stochastique, où au lieu d'utiliser un gradient moyen, on utilise le gradient pour chacune des données. Et ça introduit un bruit et ça rend la convergence beaucoup plus délicate et en même temps, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on va analyser cette descente de gradient stochastique et ça, je le ferai surtout dans la deuxième partie où là, véritablement, je ferai les démonstrations. Donc, dans la première partie, je vais faire présentation un peu moins technique où je présenterai les principes de ces algorithmes. Et dans la deuxième partie, je ferai véritablement les démonstrations de convergence dans des cas assez généraux de la descente de gradient d'un côté et de la descente de gradient stochastique. Voilà donc pour le programme du cours. Donc, on va commencer par donc, ce problème qui est celui de la descente de gradient et donc du calcul du gradient dans les réseaux profonds ou les réseaux multicouches. Alors ça, c'est une idée qui est tout à fait naturelle, qui existait en sous-jacent, mais qui a été bien formalisée dans un article en 86 par Rumelhart, Hinton et Williams, et qui est basé, vous le verrez, sur une idée tout à fait naturelle, qui est tout simplement le calcul de la composition, du gradient de la composition de deux fonctions. Mais quand c'est mis à l'intérieur d'un réseau de neurones, ça donne un très joli algorithme. Alors, je vous rappelle un peu la structure d'un réseau de neurones. Alors, je fais pareil. Vous avez en entrée un signal x0 qui va passer à travers une première couche qui va d'opération qui va produire une deuxième couche x1. Et x1, typiquement, donc ça va être une fonction, dans le cas un peu général, je vais l'appeler, c'est une fonction de x0 et d'un certain nombre de paramètres. Et dans W1, et typiquement, ça va être une non-linéarité, par exemple un relu, où la matrice W1 va être appliquée à x0, et puis il y aura, par exemple, un biais comme ceci. Et puis ensuite, x1 rentre dans une deuxième boîte à peu près identique, qui applique un opérateur linéaire puis non linéaire, etc. Et puis, à la fin, vous allez avoir une dernière boîte qui va vous calculer la dernière couche. Donc FJ qui va sortir la dernière couche XJ. Et puis ensuite, vous allez rentrer dans le cas d'un réseau comme ceci supervisé, vous allez aussi rentrer le label Y et il va y avoir le calcul de la loss qui va être fait à partir de la valeur XJ et Y. D'accord ? Et puis donc, chacune de ces boîtes dépend de paramètres, les W, donc je vais les appeler, c'est une série de paramètres θ comme ceci, qui éventuellement peuvent être partagés. Et donc dans le réseau, vous avez un grand vecteur de paramètres θ qui inclut toutes les matrices, tous les biais, etc. Et puis donc vous avez d'abord cette phase de propagation où vous mettez en entrée le signal
qui va se propager, et puis à la fin, vous avez une perte donc, qui va comparer le résultat avec le label et va vous donner la valeur de la perte. Donc, le principe, c'est que vous avez donc une fonction de perte globale qui va mesurer les erreurs dans leur totalité. Alors, quand vous avez un ensemble d'entraînement XI, eh bien, vous allez calculer les pertes pour la sortie du réseau XJ indice I et pour tous les labels YI, et vous allez calculer la moyenne sur votre ensemble d'entraînement comme ceci. Donc ça va être la perte totale étant donné un ensemble de paramètres qui va configurer le réseau. D'accord ? Et le but, c'est de minimiser cette perte. Alors, l'algorithme le plus standard dont on a déjà parlé et qui est utilisé pour ça, c'est de faire une descente de gradient. Donc, on analysera le principe de la descente de gradient, mais l'idée, c'est de dire, à une étape n, on a configuré le réseau avec un ensemble de paramètres que je vais appeler ici θn. Ce qu'on voudrait, c'est modifier θn de manière à faire baisser la loss. Pour faire baisser la loss, il faut bouger dans la direction de la dérivée, autrement dit ici, du gradient de la loss. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire un certain paramètre fois la valeur du gradient pris pour le θn, et ça va vous donner le nouveau paramètre θn plus 1. Donc ici, comme la loss s'écrit comme une somme, eh bien ça va être θn moins alpha 1 sur n, la somme des gradients relativement au paramètre θ des sorties comparées au label. D'accord ? Donc, pour calculer une telle descente de gradient, le point clé, ça va être d'être capable de calculer cette quantité-là. Autrement dit, pour n'importe quelle entrée xi, comme ceci, pour n'importe quel paramètre, vous avez besoin de calculer la dérivée de la sortie relativement au paramètre. Alors, le principe pour faire ça, c'est d'observer que quand on a une transformation où en entrée, on a un signal XJ qui rentre, et puis on a des paramètres, bon, j'inclus le biais dans le WJ ici, et que vous avez une sortie ici, XJ plus 1, qui va s'écrire comme une fonction des deux entrées, donc FJ de XJ des paramètres. Si maintenant je veux regarder la variation d'une fonction, en l'occurrence ici la loss, relativement, et la dépendance, si je connais le gradient de la loss, relativement à la sortie. Alors, ici, XJ plus 1, peut-être prendre, qu'est-ce que j'ai pris comme notation XJ? Je vais prendre plutôt XJ, XJ moins 1. Excusez-moi, je vais les mettre comme ceci. Donc XJ, c'est XJ moins 1 WJ. Donc je connais la variation de la loss relativement à la sortie. Comme la sortie, c'est une fonction de l'entrée et des paramètres, eh bien ça, la variation de la loss relativement à la sortie, je peux l'écrire comme une variation relativement aux paramètres. Et là, ça va faire mettre en jeu le jacobien de f, plus une variation relativement à la sortie. Autrement dit, je peux décomposer ce gradient comme un gradient relativement à xj-1 et un gradient relativement à wj. Et évidemment, ce qui va surtout m'intéresser ici, c'est le gradient par rapport aux paramètres. Mais pourquoi est-ce que je vais aussi calculer ce gradient? Parce que si je fais ça de façon itérative, si ici j'ai le gradient de la loss
relativement à xj, eh bien, je vais pouvoir calculer le gradient de la loss relativement à xj-1 et puis le gradient relativement à la première famille de paramètres. Et puis ensuite, ce gradient-là, je le re-rentre à nouveau. Je fais sortir un gradient, je fais sortir le paramètre. Je le re-rentre à nouveau, je refais ressortir le gradient relativement au dernier paramètre. Et autrement dit, ça, c'est le phénomène de rétropropagation des erreurs, des variations des erreurs. Parce que la loss, ça vous donne une mesure de l'erreur. Et donc, ce que vous faites à chaque fois, c'est vous prenez la variation de l'erreur, puisque le but, c'est de minimiser l'erreur, et vous décomposez la variation de l'erreur comme une variation relativement au paramètre à une entrée fixée ou comme une variation pour ces paramètres WJ fixés à l'entrée xj-1, qu'ensuite vous redécomposez comme une variation relativement aux paramètres suivantes et la sortie, etc. Donc le point clé, c'est d'être capable d'exprimer ces différentes variations qui sont les variations qui sont des dérivées partielles de la loss. Donc, l'idée, c'est de calculer toutes ces dérivées partielles. Alors, au départ, quand même, il faut, pour pouvoir faire cette rétropropagation, il faut commencer à être capable de calculer la variation de la loss. Donc, il y a une phase quand même d'initialisation. Et l'initialisation, ça demande de calculer la variation de la loss relativement aux paramètres xj qui sont tout en haut, qui sont la sortie finale de votre réseau. D'accord? Donc, ça, on peut regarder ce que ça peut donner. Donc, il y a un premier cas, c'est le cas de la régression. Dans le cas de la régression, la loss, c'est la loss tout simplement de l'écart quadratique, c'est-à-dire que si jamais vous avez une estimation xj et que la vraie valeur est y, eh bien, si la quantité que vous voulez estimer, c'est un réel, la loss, généralement, qu'on va prendre, c'est tout simplement la différence entre la sortie et y au carré. D'accord? Donc ça, c'est la métrique de minimisation de l'erreur au sens des moindres carrés. Et donc, si on veut calculer la loss ici relativement à xj, donc le gradient ici, c'est une valeur, donc c'est la dérivée partielle par rapport à mon unique variable xj, y, et bien ça va être tout simplement xj moins y. D'accord? Donc ça va être l'erreur que vous commettez en prédisant y avec xj. Donc c'est cette erreur que vous allez rentrer ici au départ et qui va se rétropropager pour se décomposer comme des variations suivant les différents paramètres. Le deuxième cas qu'on a vu, c'est le cas de la classification. Alors le cas de la classification est un peu différent parce que dans le cas de la classification, la sortie, on l'a vu au cours dernier, ce n'est pas un réel, mais c'est tout un tableau, xj de k, où l'indice k correspond à l'indice de toutes les classes possibles. D'accord? Donc vous avez un ensemble de classes possibles, indexées par k, et votre vecteur xj va avoir des valeurs, ici. L'idée, on l'a vu, c'est que ces valeurs, ça va estimer une probabilité pour que la sortie soit la classe 1, 2, 3, etc., jusqu'à la classe K. Donc, ce qu'on estime, c'est des probabilités correspondant aux différents xj. Et ces probabilités, on va les calculer, on l'a vu, à partir d'un softmax. Donc, ce qu'on a vu, c'est que dans ce cas ici de classification, on a un vecteur y ici qui correspond à l'information sur quelle classe est-ce que je me trouve. Donc y, ça va être
un vecteur exactement pareil, avec que des zéros, sauf pour la vraie classe K, où je vais avoir un 1. Ça indique que, d'une certaine manière, vous savez avec probabilité 1 que telle image correspond à la classe des chiens, telle image correspond à la classe des chats, etc. Donc ça, c'est l'information. Et maintenant, vous voulez établir une métrique entre ces deux informations. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'une métrique naturelle, c'est d'utiliser un maximum de vraisemblance qui revient en fait à calculer une entropie croisée, cross-entropie. Donc la loss qu'on avait vue la dernière fois, entre deux vecteurs comme ceci, ça consistait à calculer la somme sur K de YK vu comme une distribution, comme une probabilité, qui vaut 1 ici en l'occurrence, et puis 0 ailleurs, fois le log de la probabilité associée au XK. Et la probabilité associée au XK, on avait vu, ça se calcule avec un softmax. Donc, ça va être ici, je vais l'appeler YK', softmax de XJ de K'. Donc, ce softmax, c'est ce qui associe une probabilité à une certaine valeur XJ. Alors, en l'occurrence, ici, toutes les valeurs de YK sont nulles, sauf une, c'est le K' qui correspond à la vraie classe. Donc, cette somme ici, ça va vous donner ici moins log, on avait vu ça, de softmax de XJ pour la vraie classe K correspondante. Alors, le softmax de XJ en K, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est E, l'exponentielle de la valeur XJ de K, la sortie du réseau, renormalisée par toutes les sorties possibles, de manière à ce que la somme soit égale à 1, c'est-à-dire la somme des puissance XJ K' pour tous les K'. D'accord? Donc, ça vous permet d'associer une distribution de probabilité à vos sorties. Et ça, c'est la cross-entropie qui correspond à un max de vraisemblance qu'on a vu en détail la dernière fois. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est calculer le gradient de la loss relativement à toutes les variables, c'est-à-dire tous les XJ de K. Donc, on veut calculer le gradient de la loss. D'accord? Alors, ici, le softmax, comme vous avez un log, et que ceci s'écrit comme ça c'est quelque chose qu'on avait vu la dernière fois. Le log de cette quantité, ça vous donne moins XJ de K pour la bonne classe. Et puis, vous allez avoir plus, là vous avez, si vous prenez le log de ceci, vous allez avoir moins log de la somme, et comme il y a un moins ici, ça va vous donner plus le log de la somme sur les K' des E puissance XJ de K'. D'accord? Donc ça, c'est la valeur de la loss. Donc maintenant, vous pouvez calculer la dérivée le gradient de cette loss, autrement dit, toutes les dérivées partielles relativement à chacune des variables. Donc soit la variable K' correspond à la vraie classe K, et à ce moment-là, vous avez un terme ici, la dérivée par rapport à XJ de K, ça va vous donner ici un moins 1, et puis ici, la dérivée du log, ça va vous donner la dérivée du terme divisé par le terme, c'est-à-dire plus E puissance XJ de K divisé par la somme des E puissance XJ de K'. Et puis, si la variable, ça c'est dans le cas où je devais mettre une somme ici, je vais appeler la somme J pour ne pas la confondre. Ça, c'est la dérivée de la loss par rapport à la variable XJ de K' quand K' est égal à K. Donc la dérivée partielle,
lorsqu'on est exactement sur la variable de la classe, parce qu'à ce moment-là, ça introduit ce paramètre. Et lorsque k' est différent de k, eh bien, la dérivée partielle, ça fait 0. Et puis la dérivée ceci par rapport à xk', ça va vous donner le deuxième terme, c'est-à-dire e puissance xj k' renormalisé comme ceci. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que vous avez ici un terme -1 lorsque l'index correspond à la vraie classe. Ce terme n'apparaît pas ici. Et sinon, ce que vous voyez apparaître, c'est exactement le softmax. Donc, autrement dit, ce qu'on vient de montrer ici, c'est que le gradient de la loss relativement à L, j'ai d'un côté le softmax qui apparaît, d'accord, c'est ceci, et puis le -1, je peux le voir comme en fait moins y, parce que le vecteur y, il est exactement égal à 1 quand l'index k' est égal à la vraie classe k, et puis sinon 0. Donc ceci, c'est exactement égal à softmax de xj moins y. Et donc, vous voyez que la dérivée de la loss relativement à vos variables xj vous donne l'erreur, c'est-à-dire c'est comme si on calculait la différence entre le maximum de la sortie, sauf que c'est un maximum doux, un softmax, et la vraie classe y. Le gros avantage, évidemment, c'est qu'en faisant ça, en remplaçant, en n'utilisant pas un max, mais cette expression de softmax, on a une fonction qui est différenciable, donc du coup, on peut calculer la dérivée relativement aux variables. Donc ça, c'est l'erreur au début qu'on va injecter dans le réseau. D'accord? Donc, que ce soit un cas de régression ou un cas de classification, on voit que l'erreur de la loss se calcule de façon analytique et pas très compliquée à calculer à partir du moment où vous avez y, c'est une petite expression, et hop, on la rentre. Et maintenant, il faut rétropropager. Donc la question maintenant sur laquelle on revient, c'est comment est-ce qu'on calcule à chaque étape, étant connu le gradient relativement à la variable de sortie, les deux gradients ici par rapport à ces deux paramètres. Donc ça, c'est du calcul standard, de calcul de dérivée, et ça utilise le fait qu'on a la dérivée d'une fonction de deux variables. Alors, en fait, ce qu'il y a derrière donc, tout ça, c'est le principe de la composition. C'est la dérivée de composition de fonctions. Puisque, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? C'est une cascade de fonctions non linéaires les unes par rapport aux autres. Donc, si vous calculez la dérivée, vous avez besoin de calculer la cascade de ces fonctions. Alors, je vous rappelle juste, si vous êtes en une dimension, d'accord, vous avez une variable x, et que vous avez une fonction h qui peut s'écrire comme une fonction g de f de x, d'accord? Si vous avez besoin, donc vous avez la composition ici en quelque sorte de deux couches de fonctions, là vous avez la sortie après deux couches, mais c'est une variable, eh bien, vous savez que la dérivée h' de x, ça va être f' de g' de f de x. Alors, ça, on peut l'écrire de façon plus simple avec les notations différentielles de Leibniz. Vous écrivez la variable z, c'est h de x, d'accord? C'est la valeur de votre fonction. Vous avez la variable y, c'est la sortie de ceci. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit ici dz, la dérivée de la variable z relativement à la variable x, eh bien, ça peut s'écrire comme ici la dérivée de z relativement à y fois la dérivée de y fois dx. D'accord? Alors ça, c'est pratique parce que ensuite, ça s'étend beaucoup plus facilement
quand on va en dimension multiple. En dimension multiple, ce qu'on va avoir, c'est que x va donc être un vecteur avec plusieurs variables. Vous avez maintenant une fonction non plus d'une variable, mais de plein de variables, un signal. La sortie, c'est la sortie de l'étape d'après, donc ça va être aussi un signal avec un certain nombre de variables. Donc y ici va s'écrire comme y de j avec pas mal de variables. Et maintenant, vous allez calculer la variation de la sortie relativement à chacune des variables. Donc vous voulez calculer la dérivée partielle de z relativement à chacune des variables xk. Et ça s'écrit comme ça, c'est la somme des variations de z relativement aux variables yj d'entrée, multipliée par la sensibilité de la variable yj relativement à la variable xk. D'accord? Donc ça, c'est du calcul de dérivée en dimension multiple. Et ça peut s'écrire sous forme matricielle. Si vous introduisez le jacobien, alors le jacobien que je vais écrire symboliquement comme ça, qui est la dérivée des sorties, donc c'est une matrice par rapport aux entrées, c'est quoi? C'est la matrice qui vous donne la dérivée de la première coordonnée de votre fonction relativement à votre première variable, et puis dernière relativement à la dernière variable xk, et puis toutes les sorties, donc vous allez avoir xm sur dx1, et puis ym sur dxk. Donc ça, c'est votre matrice jacobienne. Et donc, qu'est-ce que vous reconnaissez si vous écrivez le vecteur gradient de z relativement à x? Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est le vecteur gradient? C'est le vecteur de toutes les dérivées partielles. Vous voyez que ce vecteur gradient, il s'écrit tout simplement comme un produit matriciel. Alors, comme je dois mettre le produit avec cette matrice, en fait, ce qui apparaît ici, c'est la matrice transposée, parce que là, vous voyez en colonne, vous avez les dérivées relativement à y1. Donc, ce que vous avez ici, c'est la transposition de la matrice jacobienne. Que multiplie la dérivée de z par rapport à tous les yj, autrement dit, que multiplie le gradient de z relativement à la variable y. Donc, je réécris ça ici parce que c'est vraiment une équation importante quand on fait du calcul comme ceci, dérivée partielle, c'est que la dérivée relativement à une variable x peut s'écrire comme la dérivée, ou autrement dit, le gradient relativement à un autre ensemble de variables y, multiplié par la sensibilité de ces variables relativement aux variables x, qui est capturée par la matrice jacobienne. Alors, on va pouvoir maintenant appliquer ça là-haut. Parce que qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pour propager ainsi le gradient, autrement dit, pour calculer le gradient de la loss relativement à la variable xj-1, eh bien, ce qui va apparaître, c'est la dérivée de la variable d'entrée, toutes les dérivées partielles relativement à x. Mais la variable d'entrée, elle est donnée par la fonction f. Ici, quand je dis entrée, c'est entrée comme ça. Donc, c'est la sortie, la variable xj, elle est donnée par la fonction f. Donc, ce que j'avais écrit, si je l'écris symboliquement ici, de la même manière, comme étant la dérivée de xj, donc la matrice jacobienne relativement à xj-1 transposée fois le gradient
relativement à L, eh bien ça, c'est tout simplement le jacobien de F. Donc j'ai écrit comment le jacobien de F? Oui, je vais l'écrire pareil. De la fonction F, transposé, gradient de J de L. Autrement dit, comment est-ce qu'on calcule la sortie du gradient à partir du gradient qui entre? Eh bien, on multiplie tout simplement par le jacobien. Le jacobien calculé relativement à la variable qui nous intéresse. Si maintenant je veux calculer le vecteur gradient relativement aux variables W, eh bien, le vecteur gradient relativement aux variables W, ça va être la même chose. Je vais calculer le jacobien de la fonction donc, qui me donne la variable xj, mais maintenant relativement aux variables W. Et je vais multiplier par la variation de la loss relativement aux variables xj. Donc ces deux vecteurs gradients, en fait, on les obtient en mettant le vecteur gradient d'entrée, en le multipliant par les jacobiens, et hop, on a les deux sorties. Donc ce que vous voyez ici, c'est que comment est-ce que la rétropropagation du gradient va se faire? Eh bien, tout simplement, à chaque fois, en calculant le vecteur gradient, donc le premier est donné par l'initialisation, la sortie ici est donnée par la multiplication par une matrice jacobienne, la sortie ici par une matrice jacobienne, etc. Donc en fait, on fait une propagation dans le réseau en multipliant à chaque fois par le jacobien de la boîte, sachant que la boîte, c'est une transformation qui associe à des entrées une sortie qui dépend d'une fonction, ici f, qui en l'occurrence est tout simplement une combinaison linéaire suivie d'un relu ou d'une non-linéarité. D'accord? Donc, l'algorithme est très joli parce que finalement, il est très simple, c'est une propagation inverse. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est calculer ces jacobiens. Alors, les jacobiens, on va les calculer dans le cas particulier d'un réseau de neurones, c'est-à-dire où la transformation est une opération linéaire suivie d'une non-linéarité ponctuelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le jacobien ici? En fait, ce qu'on va faire, c'est observer que cette opération-là, f, elle peut elle-même se décomposer en deux étapes. Cette opération, on peut le voir comme d'abord, donc je veux passer de xj-1 à xj. D'abord, ce que je vais faire, c'est multiplier par la matrice wj. Donc là, ce que je suis en train de calculer, c'est xj de xj-1 wj, c'est-à-dire sigma de wj xj-1 plus bj. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est multiplier xj-1 par wj. Donc là, c'est là que je rentre la matrice wj. Et puis ensuite, la sortie, eh bien, j'ai besoin de la transformer par la non-linéarité plus le biais. Donc là, je vais le faire rentrer dans un autre opérateur qui consiste à mettre la non-linéarité plus le biais. Donc le paramètre ici, c'est le biais. Et puis là, je vais bien obtenir la valeur xj. Donc en fait, j'ai décomposé cette opération élémentaire en deux opérations. Une opération F1 et une opération F2. Donc comme le principe, c'est de propager les gradients, donc en fait, ce que je dis, c'est que l'étape, je vais d'abord le décomposer comme une première propagation du gradient avec une sortie là, une deuxième. Donc ce que j'ai besoin, c'est de calculer ces deux jacobiens. Alors les jacobiens, j'ai besoin donc de calculer le jacobien de ceci, de F1J, relativement d'abord à
la variable WG pour avoir ce jacobien-là. Donc ça, comme c'est une simple opération linéaire, si vous calculez les dérivées partielles, ce que vous allez obtenir, c'est la deuxième variable. Donc en l'occurrence, ce que vous allez obtenir, c'est ici la variable xj-1. D'accord? La dérivée du produit donc un opérateur linéaire, c'est une matrice multipliée par ce vecteur ici. Si vous faites la dérivée par rapport à chacune des variables de la matrice, un opérateur linéaire, vous allez voir apparaître tout simplement le vecteur. De la même manière, si vous faites la dérivée de cette même expression, c'est-à-dire le produit des deux, relativement, cette fois-ci, aux variables du vecteur, c'est-à-dire xj-1, eh bien, ce que vous allez obtenir, c'est la matrice WJ, sauf qu'il y a une transposition qui s'introduit parce qu'elle est de l'autre côté. Donc ça, c'est des simples opérations linéaires. Donc vous avez une expression analytique de vos dérivées partielles. Et puis, vous avez aussi besoin de calculer la dérivée de l'expression qui met en jeu la non-linéarité. Mais la non-linéarité, c'est une non-linéarité ponctuelle. C'est une non-linéarité qui prend en entrée un vecteur avec un certain nombre de variables. Et puis, pour chacune des variables, ça la transforme indépendamment. Si j'appelle petit a la variable ici, ça va vous faire un sigma a plus b. Donc, autrement dit, cet opérateur, il ne mélange pas les variables. Donc, les dérivées partielles, autrement dit, le jacobien, si je regarde, il va être partout nul, sauf le long de la diagonale. Parce que le long de la diagonale, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la dérivée de cette quantité-là, sigma de a plus b, relativement à la variable a. Et ça va être la dérivée, sigma prime, pris en a plus b. Et puis, de la même manière, si vous voulez faire la dérivée relativement aux variables du biais, vous allez avoir une dérivée de sigma de a plus b relativement à b, ben vous allez avoir la même chose, sigma prime de a plus b. Donc ce que vous voyez, c'est que ici, vous avez tous les sigma primes de a plus b le long de la diagonale. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est que pour la deuxième fonction, pardon, je n'aurais pas remonté, qui exprime la non-linéarité plus le biais, eh bien, la matrice jacobienne, relativement à l'entrée, alors ici l'entrée, je vais l'appeler x J1, c'est la sortie de la variable précédente, donc x1 moins 1, donc la matrice jacobienne, eh bien en fait c'est une matrice diagonale, que je vais écrire diag, de la dérivée sigma prime de l'entrée, c'est le vecteur, plus b. Donc c'est une matrice qui est diagonale, et tous les composantes de la diagonale, c'est tout simplement les composantes de ce vecteur sigma prime pris le long de chacune des variables de x plus le biais. Et le deuxième c'est la dérivée de f2 relativement au biais, ici, bj. Cette matrice jacobienne, c'est la même. Ce que je viens de dire, c'est dérivé par rapport à la variable a, qui est la variable du vecteur, ou dérivé par rapport au biais, ça vous donne la même chose. Donc les deux matrices jacobiennes sont égales et sont en fait tout simplement des matrices diagonales. Donc ça va se calculer très vite. Autrement dit, quand vous avez un réseau de neurones, chacune des étapes est composée de deux opérations, une multiplication matricielle et puis une non-linéarité plus biais. La multiplication matricielle vous donne des jacobiens qui correspondent essentiellement à la matrice, si vous le faites relativement au vecteur, ou si vous le faites relativement au vecteur d'entrée, ça vous redonne la matrice.
Et les jacobiens qui correspondent aux dérivés partiels de la non-linéarité, eh bien, c'est diagonal, parce que la non-linéarité est un opérateur diagonal. Elle ne fait varier que chacune des variables indépendamment. Il n'y a pas de relation introduite entre les variables. Donc là, vous avez tous les jacobiens. Et donc, une fois que vous avez tous les jacobiens, vous pouvez faire votre rétropropagation. Alors, la manière de le voir, cet algorithme, c'est qu'en fait, de façon un peu générale, c'est que vous avez potentiellement un véritable graphe. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir un partage de variables. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez très bien avoir envie de faire un réseau de neurones où vous imposez que ici, donc c'est-à-dire une des couches, va être transformée avec une matrice W qui est en fait la même matrice W que celle que vous utilisez dans la couche d'avant. Donc, vous pouvez décider qu'en fait, vous avez une seule matrice utilisée pour les deux boîtes. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, vous avez donc propagé, et éventuellement, cette matrice pourrait être le résultat d'un autre calcul qui lui-même rentre là-dedans, et puis ça est quelque chose comme ceci, et puis celui-là peut rentrer là-dedans, etc. Et puis finalement, vous pouvez considérer un graphe complètement général. D'accord? Et maintenant, ce que vous voulez, c'est, vous avez une sortie ici, donc ça c'est la chose qui est importante, et vous allez rétropropager le gradient. Donc vous allez à chaque fois multiplier par le jacobien. Ça va vous donner les deux sorties. Et maintenant, si vous avez deux sorties, prenons ce cas-là. Vous avez ici une sortie qui est xj. Là, alors, vous avez xj-1, disons xj-2. Le W ici, quand vous allez le calculer comme ceci, ça veut dire que vous avez rentré la variation de la loss relativement à xj, vous avez ressorti la variation de la loss relativement à la variable w, et vous avez ressorti aussi la variation de la loss relativement à l'entrée xj-1. À w fixé. Cette variation relativement à w, à xj-1, comme xj-1 dépend aussi de la variable w, eh bien, ça va vous redonner une variation relativement à w, et puis une autre variation relativement à xj-2. Et donc, la variation relativement à w, vous en avez deux, et donc ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous additionnez les deux variations pour ensuite continuer. D'accord? Donc, quand vous avez des croisements comme ça, tout simplement, vous avez deux sources de variation. Ce qui vous intéresse, c'est la variation totale relativement à W. Donc, vous additionnez les deux sources de variation et vous continuez à propager. Et donc, vous avez ainsi une rétropropagation jusqu'à ce que vous obteniez la variation par rapport aux variables finales, θ, que vous avez rentrées dans votre réseau. Alors, il y a une chose évidemment qui est très importante, c'est que ce réseau, il ne peut pas avoir n'importe quelle structure parce qu'il ne peut pas avoir de boucle. Parce que le principe, c'est véritablement une propagation, sachant que la propagation, la dérivée partielle par rapport à l'entrée ici finale, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les dérivées partielles par rapport aux variables. Et il ne faut surtout pas de boucle. Donc, c'est un graphe sans boucle. Autrement dit, il n'y a pas de récursion. Et donc, la chose importante dans cet algorithme, c'est que c'est un algorithme qui n'inclut pas de récursion, et à ce moment-là, vous pouvez avoir un graphe qui est absolument quelconque, et typiquement les softwares qui sont maintenant en distribution publique, que ce soit PyTorch, que ce soit TensorFlow, etc., Keras, eh bien, ils offrent la possibilité de faire la rétropropagation sur un graphe qui est essentiellement quelconque
tant qu'il n'y a pas de boucle. Et ce que vous spécifiez, c'est simplement les opérateurs. Et tant que les opérateurs sont standards, c'est-à-dire sont des opérations plus ou moins sous cette forme-là, eh bien, la dérivation, elle est faite sous forme symbolique, parce que vous avez vos jacobiens qui peuvent être calculés de façon complètement analytique, et ça vous fait donc une propagation de toutes ces opérations. Donc c'est très pratique à utiliser, parce que tout ce que vous avez essentiellement à faire, c'est spécifier le graphe, spécifier la configuration du graphe, la taille des matrices, et c'est terminé, ça vous fait la rétropropagation tout de suite, automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un bel algorithme. Encore une fois, l'idée, au départ, elle est simple, hein, c'est simplement d'observer que vous avez une composition de fonctions, donc la dérivée va être une composition des opérations, que chacune des opérations revient à faire une multiplication par le jacobien, mais il fallait organiser tout ça et ça vous donne ce très bel algorithme ici. Voilà, donc ça, c'est la partie purement algorithmique sur le calcul de la rétropropagation. Maintenant, évidemment, le but de calculer le gradient, c'est d'être capable de converger vers le minimum de la losse. Parce qu'on a fait tout ça, parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est de trouver les paramètres qui vont vous donner une erreur minimum sur les données d'entraînement. Et donc là, il vous faut croiser les doigts et espérer qu'une descente de gradient va converger. Donc ça, c'est la vraie difficulté. C'est de comprendre dans quelle situation est-ce que votre descente de gradient va converger et quel type de descente de gradient vous pouvez faire. Et beaucoup du design architectural du réseau de neurones est dédié à trouver une architecture pour laquelle la descente de gradient va relativement bien converger. Donc ce que je vous propose maintenant, dans la première partie, avant le break, c'est de vous donner les idées intuitives de quelles vont être les difficultés et quels sont les aspects vraiment importants qui rentrent en jeu dans le cas de la descente de gradient, excusez-moi, pour la descente de gradient dans un cas simple qui est le cas essentiellement quadratique. Donc c'est un cas convexe quadratique. On va commencer par ce cas-là parce qu'il y a une chose très importante que je voudrais mettre en évidence, c'est le fait que la descente de gradient va bien se comporter que si le hessien est bien conditionné. Ça, c'est un premier niveau dans le cas convexe. Alors évidemment, ensuite, il y a toutes les problématiques de la non-convexité, qui n'est pas du tout maîtrisée mathématiquement, mais il y a un deuxième aspect dans lequel je vais rentrer, c'est l'aspect gradient stochastique. Qu'est-ce qui se passe quand, au lieu de faire la descente de gradient sur la moyenne, on le fait sur chacune des quantités? Donc, je vais rentrer dans cet aspect-là. Donc, on appelle ça des descentes de gradient. Et donc, je vais vous faire une première présentation un peu qualitative des résultats. Et dans la deuxième partie, on verra vraiment la démonstration des résultats qui permettra de comprendre de façon beaucoup plus fine d'où ça vient. Donc, il y a deux types de descente de gradient. Il y a une descente de gradient qu'on appelle par batch, et il y a la descente de gradient stochastique. Et ce sont les deux qu'on va étudier. Donc, l'idée de la descente de gradient par batch, c'est ce que j'ai écrit là-haut. Ça consiste... Alors, au niveau... je vais changer un petit peu mes notations. La losse, ici, L de θ, je l'avais écrit comme donc, 1 sur n. La somme sur toutes les entrées de mon training set, d'une losse calculée pour la sortie du réseau. La sortie du réseau, bah, c'est une fonction qui dépend de θ de l'entrée. Et puis le label Y. D'accord? Donc je peux le voir comme ça. Tout ça, c'est des fonctions de xi, yi. Si j'appelle zi la donnée qui est le couple entrée et label, ça, je peux voir ça comme,
je peux réécrire ça, ce sera un peu plus facile, ça m'allégera mes notations. Donc c'est une fonction des paramètres θ, et puis de xi et de yi que j'ai concaténé dans la variable zi, qui est la donnée d'entrée. D'accord? Donc c'est une somme d'erreurs. Chaque erreur dépend du choix du paramètre et de la donnée d'entrée, et des données d'entrée, j'en ai n. Et je calcule la moyenne. Donc, comme je l'ai dit, le premier algorithme, alors, je vais l'écrire t comme si c'était le temps pour reprendre les notations classiques. Donc, les itérations, la variable d'itération, on va voir ça comme une variable de temps, ce qui n'est pas idiot parce que c'est le temps qu'il va vous falloir attendre avant de voir le résultat. Donc, θ de t plus 1, ça va être θ de t. Et si on fait une descente de gradient, moins alpha fois le gradient de la loss relativement à θ. Donc ça, c'est une première façon de le voir. Et excusez-moi, le gradient de la loss relativement à θ, je peux l'écrire comme 1 sur n, somme sur i, gradient relativement à θ de la loss, qui ici, avec une des losses élémentaires qui va dépendre de la variable z. Donc, l'algorithme de rétropropagation ici que j'ai présenté, c'est celui qui permet de calculer chacune de ses composantes. Pour une entrée zi, vous calculez la sortie, puis vous faites la rétropropagation, et ça vous donne ça. Donc, si vous appelez d, par exemple, le nombre d'opérations pour faire pour d'abord la propagation puis la rétropropagation, il va falloir d opérations pour calculer ça. Et donc, pour calculer le gradient dans sa totalité, ça va être d fois n, où n, c'est le nombre d'exemples d'entraînement. D'accord? Et donc, il y a une idée qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de se dire, plutôt que toutes les calculer, est-ce que je ne peux pas en calculer une seule, un seul gradient que je prends au hasard, et puis hop, je pars dans la direction de ce gradient, parce que après tout, si j'en prends un, il va quand même me donner une estimation de cette quantité-là. Le gros avantage, c'est que si vous en prenez qu'un seul, eh bien, au lieu d'avoir été à travers toute votre base de données, et n ici, ça peut être de l'ordre du million, eh bien, vous aurez vu un seul élément, donc vous aurez été 1 million de fois plus rapide. Donc l'idée, c'est de se dire, ça, c'est la vision batch, et la version stochastique, et je vais expliquer pourquoi stochastique, c'est de se dire, en fait, je vais faire ça beaucoup plus brutalement, je vais en prendre qu'un seul. Donc je prends θt, et puis j'en prends un, et quant à en prendre un, je vais le prendre au hasard, donc je vais fois alpha, le gradient de la loss, pris pour une donnée qui va dépendre, qui va changer pour chaque t, donc je vais l'appeler i indice t, et i indice t, ça appartient à l'ensemble des index possibles, un n, mais c'est une variable aléatoire uniforme. Autrement dit, je vais prendre au hasard, uniformément, une variable parmi les n. Alors, quel est l'intérêt de la prendre au hasard? C'est que si vous la prenez au hasard, si vous regardez la moyenne de cette valeur du gradient par rapport à zit, eh bien, comme j'ai une probabilité 1 sur n d'être sur chacun, c'est la même chose que 1 sur n, ça va être exactement 1 sur n, parce que la proba, c'est 1 sur n de tomber sur un indice particulier, gradient selon θ de θ zi. Autrement dit, ce que vous récupérez ici, c'est exactement le gradient de la loss que vous vouliez calculer. Donc, en fait, ce que vous faites quand vous en prenez un au hasard, ce que vous savez au moins, c'est qu'en moyenne, ça va vous donner le bon gradient. Donc, vous pouvez interpréter ce gradient comme un gradient bruité. C'est-à-dire que ça va vous donner une estimation du gradient que vous voudriez calculer, qui est
le gradient moyen, d'accord? Et cette estimation, comme vous l'avez sur un seul échantillon, vous allez avoir une variance du bruit qui va être introduit. Donc c'est comme si vous faisiez une descente de gradient aléatoire, d'où le nom gradient stochastique, et bruité, et le bruit va dépendre de la variance de l'erreur quand vous regardez les différents exemples de votre base d'entraînement. Alors, évidemment, le gros avantage de ça, c'est que ça va beaucoup plus vite. Mais ça converge beaucoup plus lentement. Et donc la question, c'est comment vont se comparer les beaucoup. Et ce qu'on va voir, c'est qu'évidemment, ça dépend de n. Donc pour comprendre laquelle des deux stratégies est la plus efficace, il faut être capable de calculer la vitesse de convergence de ce type de descente de gradient et la vitesse de convergence de ce type de descente de gradient, qui est le gradient stochastique. Alors, ce qu'on va voir, c'est dans le cas de la descente de gradient standard, qu'on appelle batch ici, parce qu'au lieu de calculer les gradients un par un, à travers la rétropropagation, il a fallu les calculer pour toute la base de données et ensuite faire la moyenne. Donc vous avez pris un batch de gradients et vous avez moyenné sur votre batch de gradients. D'accord? Et là, le batch, il est de taille n. Ce qu'on va voir, c'est que quand on est dans les conditions favorables, fortement convexes, le gradient standard par batch, il décroît exponentiellement, alors que le gradient stochastique, il décroît beaucoup plus lentement, comme 1 sur n, comme 1 sur oui. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que ça va fondamentalement dépendre de la taille de la base de données. Donc, ces algorithmes, en fait, ils sont apparus avec un superbe papier, donc par Monroe et Robbins, en 1951, donc c'est une idée qui est très ancienne, qui essentiellement n'a jamais été vraiment utilisée pendant très longtemps, parce que, on le verra, la convergence était trop lente, et la taille des bases de données n'était pas suffisamment grande pour que ce type d'algorithme vaille le coup d'être utilisé. Et la situation a totalement changé récemment, lorsqu'on s'est retrouvé devant des bases de données énormes, et tout d'un coup, le gradient stochastique est devenu beaucoup plus efficace que le gradient par batch. D'accord? Donc c'est ça qu'on va voir et essayer d'expliquer d'où ça vient. Alors, je vais commencer en examinant quelque chose que, je suppose, la plupart d'entre vous connaissent bien, c'est la descente de vitesse de gradient de l'algorithme de descente de gradient dans le cas simple qui est le cas où essentiellement on a une fonction quadratique. Alors je vais commencer par ça parce que ça va permettre de donner une intuition de ce qui se passe avant de passer à la démonstration qui va considérer le cas un peu plus technique où on a une fonction qui est fortement convexe. Donc on va regarder donc le principe de la convergence de la descente de gradient. Alors, l'objet fondamental qui va rentrer en jeu, c'est le hessien. Donc le hessien, c'est quoi? Le hessien de ma fonction L relativement à θ, je vais oublier le L pour alléger les notations, c'est toutes les dérivées secondes, et la matrice évidemment des dérivées secondes, relativement aux variables, aux vecteurs de variables, donc θ c'est un grand vecteur de variables, θi, θj. Et le hessien, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne essentiellement toutes les dérivées secondes de votre fonction L, c'est-à-dire si vous voulez regarder la dérivée seconde de L dans une direction tau, donc tau c'est un vecteur de norme 1 qui est un vecteur qui dépend de ces variables-là, donc vous avez une dérivée seconde, et bien ça va être le vecteur tau multiplié,
transpose multiplié par la matrice hessienne multiplié par taux. D'accord? Donc votre matrice, elle joue comme une matrice bilinéaire et vous pouvez calculer n'importe quelle dérivée d'ordre 2 en multipliant par la direction dans laquelle vous voulez regarder la dérivée d'ordre 2. Donc ça, c'est l'utilisation, c'est tout à fait standard. Et alors, je vais oublier le L ici parce que comme ça, les notations seront un peu plus allégées. Et ce qu'on peut regarder pour regarder la variation de la fonction L, c'est faire un développement de Taylor. Alors, si vous faites un développement de Taylor de la valeur de votre fonction L, donc encore une fois, θ, c'est tout un vecteur de paramètres, eh bien, au voisinage d'un point θ0, ça va vous donner donc L de θ0 plus le terme de premier ordre qui va dépendre de la position de θ par rapport à θ0, et donc l'incrément de la fonction, ça va être θ, le gradient fois θ0 moins θ. Et puis le terme d'ordre 2 du développement de Taylor, la variation, ça va être donné par le terme de courbure, donc ça va être θ0 moins θ ici transposé, fois le hessien en θ0, fois θ0 moins θ. Ça, c'est à l'ordre 2, plus les termes suivants. Maintenant, si vous avez une fonction où vous pouvez négliger les termes d'ordre supérieur, c'est-à-dire essentiellement vous avez une fonction quadratique, l'analyse va être beaucoup plus simple pour regarder l'effet de la descente de gradient. Pourquoi? Parce que c'est quoi le principe d'une descente de gradient? Le principe, ça consiste à bouger à partir de θ0, le point initial, et de définir un nouveau point. Alors là, je l'ai appelé ici θ, qui va, on l'espère, réduire la fonction de θ0 parce que je me dirige dans la direction inverse de la direction dans laquelle le gradient pointe. Je vous rappelle juste que, aussi, le gradient de L, produit scalaire. Ah oui, alors ça, c'est un produit scalaire, donc excusez-moi, le produit scalaire, je vais l'écrire comme ça. Ça, c'est un produit scalaire. Comme j'ai écrit ça sous forme matricielle, le produit scalaire, c'est un vecteur transposé, θ0 moins θ transpose, fois ça, gradient de L de θ0. Ça, c'est le produit scalaire. Donc, si je veux l'écrire sous forme de produit scalaire, je peux l'écrire comme ceci. Alors, ça, encore une fois, c'est la même chose. En notation, eh bien, ça, c'est la dérivée partielle de malus dans la direction de taux. Donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est que si taux est aligné avec la direction du gradient, eh bien, ceci va être d'amplitude maximum. Et si taux pointe dans la même direction que le gradient, ça va être positif. Autrement dit, je vais augmenter. Et donc, l'idée de la descente de gradient, c'est de bouger justement dans la direction inverse, de manière à faire diminuer la valeur de la fonction L. Donc, autrement dit, je bouge θ0 dans la direction inverse de la direction du gradient. C'est-à-dire, je bouge comme ça. Donc, pourquoi ça fait du sens? Vous le remplacez, L. Alors, là, juste pour bien le faire apparaître, le gradient, je vais l'appeler G. Ça va simplifier ici. Donc, la loss en θ0 moins alpha G. Là, je récupère L de θ0. Et puis là, j'ai θ0 moins θ, mais θ0 moins θ, ça va être alpha G. C'est alpha fois le gradient. Donc là, j'ai alpha fois le gradient, produit scalaire avec le gradient. Donc là, je vais avoir... non, là, c'est θ0 moins θ. Excusez-moi.
Non, là, c'est θ moins θ0. Là. La valeur en θ, je pars de θ0, donc là, c'est θ moins θ0. Θ moins θ0. Et donc, θ0 moins θ, c'est alpha g. Donc, θ moins θ0, c'est moins alpha g. Produit scalaire ou transpose fois g, ça va me donner moins alpha g produit scalaire avec g, autrement dit, norme de g au carré. Et puis ensuite, le dernier terme, plus alpha, là le signe on s'en fout parce qu'il est des deux côtés, donc ça marche bien, c'est alpha, donc θ moins θ0 c'est alpha g, j'en ai deux, ça va me donner un alpha carré sur 2, g, le hessien, g. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on bouge dans la direction du gradient, comme on s'y attend au premier ordre, on va réduire la valeur de la fonction par alpha fois le module du gradient au carré. Et puis, il y a ce terme de deuxième ordre. Alors maintenant, on voit immédiatement à quelles conditions est-ce qu'on a un minimum, c'est-à-dire à quelles conditions ceci est minimum. Eh bien, on a un minimum si et seulement si ça vaut 0, parce que si ça ne vaut pas 0, je descends, g égale 0, et si ça, c'est positif. Et donc si g transpose h de θ0, g est positif. Et donc ça, c'est la notion de convexité. C'est-à-dire, pour avoir un minimum, il va falloir que la valeur du hessien projeté dans un g va être positive. Et si je veux avoir cette condition tout le temps, eh bien, je vais avoir une condition de convexité, c'est-à-dire je vais imposer que pour tout point, le hessien est positif, et autrement dit, le hessien est une matrice qui va être une matrice positive, c'est-à-dire toutes ses valeurs propres vont être positives. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la condition de minimum, elle s'obtient tout simplement en garantissant que le gradient s'annule à condition que j'ai une condition de convexité. Et maintenant, on peut calculer quel est le saut optimal. Ben, le saut optimal, c'est celui qui va minimiser cette quantité alpha g carré moins alpha g carré plus alpha carré, plutôt, je veux que cette quantité-là, puisque je veux réduire le plus possible cette valeur, je veux que cette quantité-là soit la plus négative possible. Pour que cette quantité-là soit la plus négative possible, je vous laisse vérifier que alpha, eh bien, ça va être exactement le rapport entre la norme de g carré, ça c'est le pas optimal, et le facteur ici, c'est-à-dire g h de θ0 fois g. Donc ça, si je pouvais calculer le hessien, ce serait le pas optimum de ma descente de gradient. Alors, la question, c'est combien vaut ce rapport? Je vais inverser le rapport. Qu'est-ce que c'est que g h de θ g divisé par la norme de g? Ce que je sais, c'est que ça, c'est entre deux valeurs. La plus grande valeur propre, qui correspond à la norme de la matrice. H, c'est une matrice ici qui est symétrique, donc diagonalisable. Et là, en plus, j'ai supposé, si cette condition de convexité est vraie, que toutes les valeurs propres sont positives. Si en plus, j'impose que la plus grande valeur propre, elle est bornée, c'est un certain L, et que la plus petite valeur propre, elle n'est pas nulle, nulle ici, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois que j'applique la descente de gradient, cette quantité soit négative. Le problème, c'est que si θ correspond à la direction, donc je vais vous le dessiner. Ce que je vais dessiner ici, c'est les lignes de niveau de ma fonction L.
chose comme ça. Le gradient, il pointe dans la direction dans laquelle les lignes de niveau changent le plus. Donc si je suis dans un point ici, le gradient, il pointe dans cette direction-là. Si je suis dans un point ici, le gradient pointe comme ceci. Ça, c'est les directions du gradient. Qu'est-ce que donne la valeur du hessien? La valeur du hessien, ça donne la valeur de la courbure. Donc vous voyez que si vous êtes dans une situation comme ça, la courbure ici, elle est très petite. C'est l'inverse de la courbure. Donc ici, le hessien, ça vous donne l'inverse de la courbure. Donc la courbure, ici, elle est très petite. Donc la valeur du hessien, ici, peut être grande, alors que ici, elle va être petite. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans un point ici? Si vous êtes dans un point ici, le dénominateur ici, il va être grand. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que pour ne pas augmenter la valeur de la fonction, autrement dit, pour que ceci reste bien négatif, ce qu'on va devoir imposer, c'est que le alpha, il est plus petit que 1 sur grand N. Ici, c'est dans des situations, je vais vous le dessiner en 3 dimensions. C'est un peu comme si votre surface, elle ressemblait à quelque chose comme ça. Vous êtes comme dans un canyon, et le canyon, disons, vous êtes là. Le canyon, il décroît dans cette direction, mais il décroît très fortement dans cette direction. Donc la direction du gradient, et le minimum, il va être quelque part par là. Mais la direction du gradient, elle va plutôt par là. Donc vous allez, mais vous ne pouvez pas vous déplacer trop, parce que si vous déplacez trop, vous allez remonter. Donc ça vous dit que dans cette direction-là, il faut se déplacer très peu. Ce que vous aimeriez, si vous êtes là, évidemment, c'est bouger directement comme ça. Mais encore une fois, manque de bol, le gradient, il pointe dans cette direction parce qu'on est en multidimension, donc il pointe comme ça. Et le problème, c'est que si vous avez des directions du hessien pour lesquelles il peut être tout petit, c'est-à-dire des situations comme ça, ce que vous allez faire, c'est ça. Et vous allez mettre énormément de temps avant d'arriver éventuellement à un endroit ici où vous allez pouvoir bouger. Et donc le pas, il va être tout petit, vous allez prendre énormément de temps pour converger ici. Donc, comment est-ce que ça se voit précisément ça? Tout simplement en calculant la vitesse de convergence. Donc ça, c'est un peu l'intuition de ce qui se passe derrière, c'est que donc vous avez, je vais vous le remonter encore plus haut pour qu'on le voit là. OK, on va regarder comment est-ce que la distance entre le point courant et l'optimum varie. Alors, pour calculer l'évolution de cette distance, je vais regarder quand je pense de θ à θt plus 1. Θt plus 1, je peux l'écrire avec l'expression de ma descente de gradient. Ça va être θ de t moins alpha gradient de la losse par rapport à θ de t. Maintenant, le gradient de la losse en un point θ de t, si je suis dans un cas quadratique ou si je me place au premier ordre, ça va être le gradient au point optimum plus le hessien au point optimum
fois θ de t moins θ optimum. Donc si je le remplace ici, je vais avoir θ de t, mais si je suis au point optimal, il est caractérisé par le fait que le gradient vaut 0. Donc ça vaut 0. Et puis, je vais avoir plus alpha, le hessien, au point optimal, en θ de t moins θ. Donc, ici, le hessien, le point optimal, pardon, c'est la petite croix. Et la question, c'est en combien de temps est-ce que je vais me retrouver sur la petite croix à chaque fois que j'itère. Donc, ce que j'ai envie, c'est de regarder l'évolution de la distance. Donc, la distance entre le point t plus 1 et le point θ optimal, si je soustrais θ optimal, ça va me donner θ de t moins le point où je voudrais arriver, plus... non, là, il y a un moins. Excusez-moi. Donc, moins alpha, le hessien, en θ de t moins θ optimal. Et là, ce que vous voyez apparaître, c'est l'identité moins alpha fois le hessien, θ de t moins θ optimal. Donc ce que vous voyez, c'est que la différence entre la position et la position optimale, au temps t plus 1, elle évolue comme étant la différence au temps t fois une matrice qui est l'identité moins ce hessien. À quelles conditions est-ce que ça va tendre vers 0 ? Ce que vous allez avoir, c'est que θ de t moins t, si vous itérez cette équation, ceci, ça va être la multiplication de toutes ces matrices, l'identité moins h de... Qu'est-ce que... Non, attendez. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Le gradient θ de t... Non, c'est dans le sens inverse que je vais l'écrire, excusez-moi. Parce que là, j'ai fait apparaître le gradient en θ étoile, ce qui ne nous intéresse pas. Excusez-moi, ce que je veux faire apparaître, c'est le gradient en point optimal. Ça va être le gradient, je vais écrire comme ça, fois le hessien en θ, ce qui est pareil, θ étoile moins θ de t, et celui-là, donc ici s'annule, et donc on obtient bien que le gradient, excusez-moi, quand je suis dans le cas quadratique, en θ de t, c'est le hessien en θ de t fois θ de t moins θ optimal. Et donc, je vais avoir ici moins alpha, donc là j'ai, excusez-moi, θ de t, et là il y a le θ de t. Désolé. Donc, si j'itère comme ceci, je vais avoir le θ1 fois l'identité moins h de θ2, etc. Identité, avec les alpha à chaque fois, moins alpha h de θt. Donc ce qu'on va avoir, c'est un produit fois le premier point moins θ étoile. On va avoir un produit à chaque fois de matrices. Et à quelles conditions est-ce que ceci va converger vers 0 ? Ce qu'il faut, c'est que chacune de ces matrices ait tendance à contracter le vecteur. Donc ce qu'on veut, c'est que la norme de chacune de ces matrices soit plus petite que 1. Donc ce qu'on a besoin, c'est que pour toute θ, la norme de la matrice identité moins alpha h de θ, ça, ce soit strictement plus petit que 1.
Si je sais que h de θ a des valeurs propres qui sont comprises entre mu et L, eh bien, ce qui va se passer ici, quelle doit être la taille de alpha? Ce qu'il faut, c'est que quand ceci est grand, ceci reste plus petit que 1. Donc ce qu'on retrouve, c'est le fait qu'on veut que alpha soit plus petit que 1 sur L. Mais comment est-ce que les choses vont mal se passer? Les choses vont mal se passer quand ceci est égal à mu. Parce qu'à ce moment-là, cette quantité-là va être égale à 1 moins mu. Et donc, la norme de ceci, donc autrement dit le max sur tous les θ, ceci, ça va être 1 moins alpha mu. C'est-à-dire c'est le cas le pire, c'est le cas où le hessien devient tout petit. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que θ de t moins θ étoile, ça va être plus petit que 1 moins alpha mu à la puissance t fois la distance entre θ0 moins θ étoile. Donc en norme, je vais avoir ceci. Donc ce qu'on voit, c'est que le alpha qu'on peut prendre pour garantir la convergence, il doit être au pire de la taille de 1 sur L. Donc le mieux qu'on puisse avoir, c'est 1 moins mu sur L. Et donc, si on veut que ça soit tout petit, eh bien, on aimerait que le rapport mu sur L soit le plus proche possible de 1. Il est toujours strictement plus petit que 1. Et ça, c'est le conditionnement de la matrice du hessien. Donc, ce qui est très important, pour que ça décroisse vite, la vitesse, l'exposant ici qui va apparaître, le coefficient de la décroissance exponentielle, va dépendre de la stabilité du hessien, autrement dit du fait que le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur propre soit autrement dit du conditionnement, du facteur de conditionnement, soit le plus proche possible de 1. Donc ça, c'est l'idée de base. Alors évidemment, on pourrait se dire que c'est un peu bête de faire ce qu'on est en train de faire là-haut, parce que de toute évidence, la source de tous les problèmes, elle vient du fait qu'on n'est pas en train de bouger dans la bonne direction. On n'est pas en train de bouger dans la bonne direction parce que si on est là, ce n'est pas dans cette direction, autrement dit la direction du gradient dans laquelle on voudrait bouger, mais on voudrait bouger dans cette direction-là. Alors ça, on le voit avec l'équation qui est là-haut, parce que ce qu'on voit, c'est que le gradient de L en θ de t, donc encore une fois, dans le cas quadratique, c'est le hessien en θ de t fois la différence de ces deux vecteurs, θ de t moins θ optimal. Autrement dit, θ de t moins θ optimal, c'est tout bêtement l'inverse du hessien s'il est inversible, et il est inversible parce que j'ai supposé que les valeurs propres étaient strictement positives, donc ça va être l'inverse du hessien fois le gradient de θ de t. Et donc, autrement dit, θ étoile, c'est-à-dire l'optimum, eh bien, c'est tout simplement θ de t moins la valeur du hessien inversé appliquée à θ de t. Autrement dit, on peut y aller d'un coup. De ici, on peut sauter directement à ici, θ de t. Comment? Eh bien, en transformant le gradient par l'inverse du hessien. Ça, c'est dans le cas quadratique. Donc, il suffit de calculer le hessien. Mais le suffit est monstrueux si vous avez des millions de variables, parce que le hessien, c'est millions au carré. Millions au carré qu'il va falloir backpropager, c'est absolument infaisable. Donc, le calcul du hessien, on n'y a pas accès. Ça, c'est le problème. Si jamais vous n'êtes pas exactement dans le quadratique,
Ça ne va pas être exactement le minimum, vous avez besoin d'itérer sur cette équation. Et là, vous avez l'algorithme d'ordre 2 de Newton. D'accord? Donc, ce qu'on ne peut pas faire quand on a énormément de données, c'est des algorithmes d'ordre 2, parce que ce n'est pas possible de calculer des Hessiens. Il va falloir rester à l'ordre 1. Et c'est pire que ça, on n'a même pas envie de calculer le vrai gradient, comme je l'ai dit, on a envie de calculer un gradient qui est plutôt de type stochastique. Alors, dans la deuxième partie, on va regarder le gradient stochastique. Il y a juste une remarque sur un truc qui est utilisé pour essayer de préconditionner le Hessien dans le réseau de neurones et qui est extraordinairement efficace, c'est l'utilisation de la normalisation par mini-batch. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement, parce que ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue numérique, améliore beaucoup la convergence des réseaux de neurones. C'est quelque chose qui a été publié assez récemment, il y a 4-5 ans, et pourtant, c'est très, très utile. Alors, juste pour se remettre dans le cadre d'un réseau de neurones. Un réseau de neurones, si je prends un neurone, il va grosso modo me transformer mon entrée X avec une multiplication par une matrice et l'addition d'un biais. Et puis ça va être transformé par une non-linéarité, puis ça va être transformé ensuite par de nombreuses couches. Donc ça va être transformé par une fonction un peu compliquée de tout ça. D'accord? Et ce qui m'intéresse, c'est le comportement du Hessien relativement à la variable. La variable ici, ou les variables, je vais prendre les variables ici W. Parce que ça va dépendre de la distribution des x. Alors, je vais regarder la fonction f de z. Elle a un Hessien que je vais appeler h de z, qui est la grande matrice de toutes les dérivées partielles. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est non pas le Hessien relativement à la variable z, mais c'est le Hessien relativement à la variable w. Et si vous faites la dérivée par rapport à w, vous allez avoir un x qui va sortir, et puis vous sortez la deuxième dérivée du Hessien, et ça va vous donner un x transpose de l'autre côté. Et donc là, vous avez un w, excusez-moi, vous avez la valeur du Hessien de z associé à z fois x transpose. Donc autrement dit, le fait de calculer le Hessien non pas par rapport à la variable w, mais par rapport à la variable, par rapport à la variable z, mais par rapport à la variable w. Quand vous faites une dérivée relativement à w, vous avez le facteur x qui va sortir, et si vous faites deux fois la dérivée, les deux dérivées partielles, vous calculez votre matrice, vous vérifiez, vous allez retrouver le Hessien d'origine pris en wx plus b, mais la première dérivée a fait sortir un x, la deuxième dérivée a fait sortir le x de l'autre côté. D'accord? Donc, vous pouvez vérifier, ça c'est la tête de votre Hessien. OK, maintenant, supposez que le f qui est derrière, ça se comporte bien. On va se mettre même dans le cas le plus simple, où le Hessien, c'est carrément l'identité, où l'identité fois un facteur. Si ça, c'est l'identité, qu'est-ce qui a été produit spécifiquement par l'introduction de vos variables W? Ça a été un Hessien de la forme x transpose. OK, maintenant, vous allez faire ça pour toutes vos entrées xi. Donc, si vous faites ça sur toutes les entrées ici, vous allez avoir somme sur i pour tous les xi. Donc là, je vais avoir une somme sur i. Et ici, je vais avoir la somme sur xi transpose. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est que xi? Xi, c'est un vecteur. D'accord? C'est xi coordonnée 1, xi coordonnée k. C'est quoi ce produit ici matriciel? Ça, c'est une grande matrice parce que c'est le produit de cette matrice avec la matrice transposée. Donc, vous allez avoir première ligne, première colonne. À chaque fois, vous allez avoir ici la somme des xi de k, xi de k' pour la ligne k, colonne k'.
Autrement dit, cette matrice ici qui apparaît, c'est l'autocorrélation des données. C'est-à-dire vous prenez la coordonnée k de la donnée xi et vous la corrélez avec la coordonnée k'. J'ai une autocorrélation. Imaginez que vos données, je sois avec un vecteur x qui a simplement deux dimensions, x de 1, x de 2. Donc vous êtes dans un plan, et puis imaginez que vous ayez deux classes de données, une qui se trouve quelque part ici, et une autre qui se trouve quelque part ici. La matrice d'autocorrélation, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne l'ellipse, grosso modo, dans laquelle vos données est inclus, c'est-à-dire les axes principaux d'inertie. Et là, vous voyez, vous allez avoir une grande élongation dans cette direction-là et une toute petite élongation dans cette direction-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une petite valeur propre qui est beaucoup plus petite que la grande valeur propre. Donc, vous êtes dans un cas qui est mal conditionné. Donc, déjà, on peut observer ce mauvais conditionnement par le fait que ce qui rentre dans mon neurone, c'est un ensemble de données dont la matrice de corrélation est très mal conditionnée. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut essayer de préconditionner. Ça veut dire quoi? C'est prendre ces données et essayer de les transformer en une espèce de boule, de manière à ce que la matrice d'autocorrélation ait deux valeurs propres la plus proche possible. Donc, l'idée, c'est de faire une normalisation. Alors, en appliquant un opérateur linéaire sur les données. Mais là, on va appliquer quelque chose d'assez simple, parce qu'il faut faire ça à la sortie de chacune des couches. On ne veut pas prendre cette énorme matrice et la diagonaliser, et pour trouver exactement les axes principaux. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est prendre la variance dans cette direction-là et dans cette direction, autrement dit, le long de chacune des coordonnées, et on va les normaliser. Donc, qu'est-ce que propose cet algorithme de normalisation par batch? C'est de regarder la variance, donc d'abord la moyenne, regardez où se trouve la moyenne. Donc la moyenne, ça va être 1 sur n, somme de i égale 1 à n des données. Et puis ensuite, la variance, sigma carré, c'est l'écart des données par rapport à leur moyenne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend les données, on les recentre, donc on soustrait la moyenne, et on soustrait et on divise par la variance. Ça veut dire quoi? Là, je n'ai pas fait un très bon exemple parce que c'est déjà plus ou moins centré. On recentre en 0 les données, et puis ensuite, je squeeze l'axe horizontal et vertical, c'est-à-dire que pour que la distribution soit à peu près la même, et donc vous vous retrouvez avec des données qui vont être aussi écartées verticalement que horizontalement. Autrement dit, ce spread et celui-là devient égal à partir du moment où vous renormalisez la moyenne et la variance. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une entrée pour laquelle la matrice de corrélation est beaucoup mieux conditionnée. Maintenant, évidemment, le problème, c'est qu'en faisant ça, vous avez changé les valeurs de vos sorties de vos neurones, et si ça se trouve, ce n'était pas du tout une bonne idée de le faire. Alors, qu'est-ce qui est proposé dans cet algorithme de normalisation par batch? C'est après avoir fait cette normalisation, on introduit deux variables, un biais pour éventuellement rétablir la moyenne et un gamma pour éventuellement rétablir le scaling, que l'on optimise. Autrement dit, ce que l'on fait, c'est qu'on prend chaque variable qui va rentrer à l'intérieur d'un neurone, c'est autrement dit la sortie d'un autre neurone, on les renormalise, et ensuite, on rajoute deux variables pour potentiellement défaire cette normalisation. Alors ça paraît un peu dingue, mais l'idée,
de défaire la normalisation, c'est qu'éventuellement elle n'est pas utile, mais surtout le fait que vous ayez fait la normalisation au départ, c'est qu'après l'avoir fait, votre hessien va être bien conditionné, donc la descente de gradient va pouvoir bien se comporter. Donc ça fait partie de tous les petits trucs qui sont utilisés. Bizarrement, vous le verrez, on n'arrive pas à bien comprendre pourquoi l'effet est aussi dramatique quand on cascade ça. Mais le fait c'est que quand vous avez des réseaux de neurones qui sont très profonds, ça, c'est une étape très importante. Avant, il y avait une technique qui était très utilisée, qu'on appelait de drop-out, qui est toujours utilisée de temps en temps, mais qui a été très largement remplacée maintenant par cette simple idée qui consiste à renormaliser les entrées de chacun des neurones, d'offrir les variables pour éventuellement inverser la normalisation et de continuer la descente de gradient. Alors, je vais m'arrêter là, et dans la deuxième partie, on va vraiment analyser la descente de gradient stochastique et voir dans quelles conditions ça marche mieux que la descente de gradient standard. Petit commentaire. Pour les challenges, il va y avoir un score privé qui va vous être donné le 22, c'est-à-dire à la fin de la semaine. Le score privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand actuellement vous soumettez des résultats pour votre challenge, c'est donné toujours sur le même ensemble d'entraînements. Et là, on va vous donner le 22, le score que vous avez sur les données cachées, de manière à ce que vous puissiez voir si vous avez fait de l'overfit ou pas. Et donc, ce sera une première expérience pour voir un peu ce qui se passe quand on fait trop d'entraînement sur des données d'entraînement. Donc, ça, ce sera une chose importante pour ceux qui font l'oral. Je le préciserai dans un mail. Voilà, et on va reprendre dans 10 minutes, un quart d'heure.